And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous, eh bien c'est notre débat de tous les dimanches soir. Bonjour Ti, bonjour Michel, bonjour Tatiana, bonjour Maryse. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors Freddy, Belgique, Tatiana de... on ne sait pas d'où elle... Bon, Michel du Canada et Ti de Bretagne. Et, bon, et Maryse, d'où tu es? Moi, ouais. Je suis dans l'Aude, à côté de Carcassonne. Ah oh. Il fait beau. Et moi, comment ça se fait que tu ne sais pas où je suis? Ah, parce que tu es russe. Alors, tu es en Russie. Ah, là, je suis à Moscou, là. C'est grave de le dire? On peut le dire. Ça y est, on va couper la vidéo. Mais je suis à Moscou, désolé. Bon, alors, des sanctions, encore des sanctions. Oui. Mais, alors, on va voir ça tout de suite. Et puis, évidemment, Madame Kallas qui l'ouvre. Ah, Madame Kaka. N'oublions pas une chose, c'est la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine qui est la victime. Donc, exercer une pression contre la victime, ce n'est pas la bonne manière de faire. Et ceci, non pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de l'Europe, de l'Union européenne et du monde. Parce que si cela fonctionne en Ukraine, cela invitera les agresseurs du monde à le faire ailleurs. Voilà pourquoi nous ne changeons pas de cap. Oui, voilà pourquoi nous ne changeons pas de cap. Et puis derrière... Vous avez une phrase très forte. Vous dites que l'Europe est sortie de l'histoire. Est-ce qu'elle y est re-rentrée? C'est une vraie question. Il y a quand même un avant et un après. C'est plus le même. Non, je pense qu'elle n'est pas encore. Je pense qu'elle n'est Est-ce que c'est ça Munich? C'est la sortie de l'histoire finalement. Je pense qu'elle n'est pas encore sortie de l'histoire, mais que si elle ne met pas un coup d'accélérateur et qu'elle ne se réveille pas plus franchement. Ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il y a eu la coalition des volontaires. Par exemple, permettre aux Ukrainiens de gagner la guerre. Parce que si on perd cette guerre-là et si on laisse Poutine gagner la guerre contre l'Ukraine, après on peut plus arrêter que devient l'Europe? C'est-à-dire qu'on a trahi toutes nos promesses, on a trahi nos valeurs. Donc là, on risque vraiment, je pense, de sortir de l'histoire. Et le premier vrai test, c'est le test de l'Ukraine. Mais l'Europe se réveille. Mais qui a réveillé l'Europe? Oui, l'Europe se réveille. Qui veut dire? Moi, je vais commencer. Oui, d'accord, vas-y. Spécialement énervé quand j'entends la Kallas, venir dire que la Russie est l'agresseur. Ils ont complètement oublié, apparemment, que c'est l'Ukraine qui bombardait sa propre population avant que la Russie intervienne. Oui. Il y a eu 15 ou 20 000 morts avant que la Russie intervienne. Ça, on oublie ça. Et alors, quand ils disent, ça c'est la française, quand elle dit, oui, mais on a trahi nos valeurs. Mais on va un peu ce qui se passe en Palestine avec les valeurs que tu trahis tous les jours. Va voir un peu. Oui. Voilà. Bien d'accord avec toi. Michel, qu'est-ce que tu en penses? L'Europe du Canada, qu'est-ce que l'Europe? L'Europe du Canada, c'est une voiture qui a deux vitesses différentes. À certains moments, ils ont un genre d'accélération qu'ils n'ont pas dans d'autres situations. Trahir l'Union européenne, comme la dame vient de dire, Madame Lasserre, etc., ça a déjà eu lieu. La situation avec l'Ukraine n'est pas le premier test. Il y a eu plusieurs autres tests auparavant. Il y a eu le Kosovo, il y a eu la Libye, etc. Et dans tous ces cas-là, il y a dernièrement ici la situation avec la Palestine. Dans tous ces cas-là,
l'Union européenne n'a pas prôné ces valeurs qu'il prône impérativement face à la Russie, même vis-à-vis de la situation de la RDC. Cette même Union européenne ne prône pas ces valeurs-là. Donc, il y a toujours ce double standard qui est mis en place. Ça les arrange à certains moments de voir les choses d'une certaine manière et à d'autres moments de faire semblant comme s'il n'y avait rien du tout. Ti, qu'est-ce que tu en penses? Ti. Je pense déjà que quand je vois Madame Kaka, là, ça me met dans tous les états déjà. Hein. Quand je vois cette femme qui ouvre la bouche, c'est la haine contre la Russie. Est-ce qu'elle vraiment mérite d'être diplomate? Hein? C'est un petit pays que les Vietnamiens disent qu'il faut prendre une loupe pour savoir où il est, ce pays, et qui paye rien du tout pour l'Ukraine, parce qu'ils ont 1,5 million, quelque chose comme ça. Hein? Et il appelle les autres pays à sa place. Ah ben, qui paye les Estoniens? Les Estoniens qui payent pour l'Ukraine, pour donner l'exemple. Déjà. Hein? Si on ne peut pas payer, on ne va pas crier pour que les autres payent. Première chose. Deuxième chose, elle prône la valeur européenne, comme dit Michel, je suis tout à fait d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Congo et M23 là? Où est la valeur européenne? Trump qui a fait soi-disant la paix entre deux pays, et puis c'est complètement foiré. Et puis maintenant, la guerre qui a commencé depuis 2008. Hein. Écoutez, moi j'ai des amis polonais qui m'ont dit 2008, leurs cousins, qu'ils ont eu des enfants, qui sont déjà partis en Ukraine pour les stages militaires, déjà. Donc, Poutine, il a fait une guerre préventive, mais la guerre préventive, champion, c'est des Américains. Hein? Ils ont fait des guerres préventives en Irak, vous vous rappelez? Hein? Oui. Voilà, donc il fait les guerres préventives partout. Donc, si Madame Kaka, là, qui dit ça comme ça, bah, qu'elle se taise. Mais alors, le problème, c'est que il va y avoir 300 et quelques millions de bloqués, de bloqués en Belgique. Combien exactement, Freddy, devraient être bloqués? Pour l'instant, c'est dans 140 millions, un milliard d'euros. D'abord russe, oui. C'est pas les 300, hein, c'est 140. Ah oui, 200. Ça, la Belgique n'est pas capable de payer. Mais alors, est-ce que le gouvernement belge est d'accord pour débloquer geler plutôt ces fonds? Ils sont déjà gelés. Non. Oui, ils sont déjà gelés, mais ils sont gelés. Mettre la main. Ils ne sont pas confisqués. Est-ce qu'ils sont d'accord, les Belges, ou pas? Non, non. Est-ce que le gouvernement belge est d'accord pour ces fonds? Est-ce qu'il est d'accord pour... Ils ont peur de se faire doubler par les autres. Ils ne sont pas fiables, hein? et ça, ils le savent, parce qu'ils font même, donc ils ne sont pas fiables. Et ils ont peur que le jour où la Russie gagne au niveau juridique le remboursement des fonds gelés, eh ben, va se trouver le cul tout nu, quoi. Hein? Tout le monde va se gagner dans la nature, oh, c'est pas moi. Hein? Voilà. Alors, ce serait la fin du gouvernement belge. Donc, apparemment, Freddy, là, il va y avoir une nouvelle réunion en décembre pour ça, pour ce gel des avoirs. C'est ça? Oui, bah oui. Oui. Tatiana, le gel des avoirs russes, alors? Bon, bah déjà, par rapport à ce que la petite dame m'a dit à la télé, donc, si je comprends bien, c'est parce que l'Europe a complètement, on va dire, perdu ses valeurs. C'est parce qu'elle a trahi ses promesses. Enfin, parce que l'Europe, elle est totalement, je veux dire, perdue dans tout ce petit bazar. La Russie doit perdre. Enfin, je veux dire, personne ne l'a obligé, l'Europe, de trahir ses promesses et de s'asseoir ses valeurs. Je veux dire, tu vois, il y a un peu de rapport que je vois pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les avoirs russes. Vous savez qu'en Russie, il y a à peu près 2 fois plus d'argent bloqué de l'Occident que l'argent bloqué russe donc, en Europe. Oui, mais est-ce que est-ce que c'est de l'argent américain ou c'est de l'argent... Non, c'est l'argent de beaucoup d'Européens. D'ailleurs,
c'est pour ça que Orban elle râle, parce qu'il dit, écoutez, si on prend cet argent-là, la Russie, elle va confisquer donc l'argent de l'Europe, notamment l'argent de Hongrie. Et l'argent qui est bloqué en Russie représente une somme à peu près 2 fois plus importante. Donc, la Russie, finalement, dans cette configuration-là, elle a tout à gagner. Parce que là, elle ne récupère pas ses avoirs, mais elle ne peut pas aussi légalement toucher à l'argent qu'elle a gelé chez elle. Si les autres, ils touchent un seul centime, elle confisque cet argent-là qu'elle utilise. Donc, la Russie, je veux dire, elle gagne 2 fois plus d'argent dans cette affaire-là. Donc, c'est complètement contre-productif. Donc, pourquoi est-ce que les Européens veulent absolument, je veux dire, légaliser le fait de les avoir, cet argent-là? Et c'est aussi la question, pourquoi est-ce que tous les 6 mois, il faut qu'ils renouvellent les 30 sanctions? Là, ils ont sorti le 19e, ils vont préparer le 20e. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas tout de suite un gros bloc de sanctions? Pourquoi est-ce qu'il faut les renouveler tous les 6 mois? De tout simplement parce que tant qu'on les renouvelle, tant qu'on renouvelle les sanctions, on garde les avoirs russes. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, entre guillemets, les rendre? Tout simplement parce que je suis persuadée qu'il y a une grande somme de cet argent-là qui n'existe plus. Donc, on a besoin de légaliser. C'est un peu comme les vols de bijoux à Louvre. Hein? Parce que qui vous dit que c'était des vrais bijoux? Hein? Peut-être aussi, en plein jour comme ça, avec tout un pataquès, on vole des bijoux qui étaient peut-être déjà volés. Oui. Je te dis simplement, légaliser la chose. C'est une supposition. Mais je veux dire, là, l'argent des Russes, dès le début, on était persuadé que la Russie allait perdre. L'Union soviétique n'a jamais récupéré son argent. Elle avait les avoirs, elle avait de l'or, elle avait beaucoup d'argent, l'Union soviétique, qui était bloquée dans les banques de Londres. Elle ne les a jamais récupérés. C'était exactement la même chose. Quand on a dit à genoux la Russie, on était persuadé qu'elle allait perdre. On a investi de l'argent là-dessus parce qu'on était persuadé qu'on allait récupérer la mise plus. Et cet argent-là, je suis désolée, je suis convaincue qu'il est claqué. C'est pour ça qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté parce qu'on ne sait pas comment le rendre. Et le président, le premier ministre belge, c'est ce qu'il dit. Il dit, si vous voulez toucher à l'argent russe, moi je veux les engagements de tous les pays membres, que s'il y a un problème, tout le monde participe pour le rembourser. Voilà. Oui. Donc, excusez-moi, quand on commence à parler comme ça, c'est qu'il y a vraiment, effectivement, un problème avec. Mais bon, je veux dire, techniquement parlant, cet argent-là, je veux dire, la Russie, si on le confisque, elle sort gagnante. Donc, de dire qu'on veut le confisquer tout simplement parce qu'on va, pas dire, nuire à la Russie ou faire quoi que ce soit pour l'Ukraine, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, il y a une autre raison. Oui, enfin, Tatiana, il y a plusieurs personnes qui ont mis cette option-là de dire que cet argent-là a été déjà utilisé. En tout cas, une partie. Il y a aussi l'envoi d'armes, l'achat d'armes aux Américains pour l'Ukraine. Oui, mais avec quel argent on l'achète? C'était quoi les derniers renvois? Deux petits milliards. En plus, on ne les a même pas récupérés. On n'a plus d'argent en Europe. Mais d'accord, mais si on met la main sur les avoirs russes, on a de l'argent. Oui, on a de l'argent. Attention, on a de l'argent. Première chose, il faut que cet argent-là soit intact. Et moi, et je ne suis pas la seule, je mets le doute là-dessus. Deuxième chose, cet argent-là, il est supposé, excusez-moi, d'être prêté. Donc, ils vont être prêtés à l'Union européenne, qu'elle va les prêter à l'Ukraine, qu'elle va récupérer l'argent de Russes. Donc, il faut qu'il récupère l'argent de Russes. Et une fois qu'il a récupéré l'argent de Russes, elle va rendre cet argent-là à l'Union européenne, qu'elle va le rendre à Bruxelles. C'est compliqué. Mais si elle ne récupère pas son argent aux Russes, on fait comment? Et ça, il faut demander aux Belges après. Eh bien, les Belges ont dit que si l'Europe, tous les pays européens ne signent pas de leur propre main en disant qu'on met tous la main, je veux dire, dans cette affaire-là, qu'on est tous engagés, et si les Russes viennent réclamer leur argent, et ils vont venir réclamer leur argent, tout le monde y participe. Et là, personne ne veut le faire. Pourquoi? Je ne sais pas que les Hongrois signent, tu vois. Ah, les Hongrois, ils ont dit non, parce qu'ils ont dit, de toute façon, si on signe, le peu d'argent qu'on va récupérer, qui, je vous dis encore une fois, à mon avis, pas mal été, on va dire, déjà plus en place, les Hongrois, ils vont perdre beaucoup d'argent, parce que la Russie va récupérer aussi l'argent des Hongrois. Il y a 2 fois plus d'argent bloqué en Russie aujourd'hui
que la somme qui est représentée aujourd'hui à Bruxelles. La Russie n'a rien à perdre. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, quand je suis en train de suivre cette affaire-là, il y a, comme ça a été souligné précédemment, le fait que l'acquisition de ces fonds-là met la Belgique dans une situation très dangereuse. En fait, c'est que les gens de l'Union européenne veulent faire, ils veulent envoyer la Belgique en première ligne. Comme ça, si jamais ça casse, ben, ça sera la Belgique seule qui va écoper. Et la Belgique n'a vraiment pas envie de vivre quelque chose de semblable, parce que au-delà du fait que il peut y avoir un représailles de la Russie par rapport aux avoirs qui sont en Russie, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que ça crée un précédent. Plus personne ne voudra venir investir en Europe parce qu'on va se dire, à la moindre chicane, ils vont vouloir prendre nos fonds, alors on va aller ailleurs. Donc, ce qu'ils sont en train de prôner, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est comme scier la branche sur laquelle on se tient. Au final, ça va nous faire mal à nous-mêmes au lieu de faire du mal, le mal qu'on cherche à faire à d'autres. Donc, c'est vraiment une très mauvaise décision. Ils essayent de trouver des tournures pour essayer de justifier, pour essayer d'autoriser quelque part cette action-là. Mais au départ, c'est déjà une action illégale et c'est une action qui peut avoir des répercussions très, très profondes au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Les Belges l'ont remarqué, qu'ils vont être en première ligne et ils disent bon, ok, le soldat va obéir au commandement du chef, mais le soldat ne va pas aller seul au front. Vous venez avec nous, on y va tous comme une armée et non pas comme un éclaireur qui va aller se faire tirer dessus. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'unité. Hein. Ils ne sont pas unis. Hein. Par de réveil, c'est ça. Hein. Oh. Et d'ailleurs, quand vous voulez mutualiser la dette, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire en fait, et ben, les mecs ils disent non. Hein. L'Europe dit oh non, non. Maryse, tu voudrais payer, toi, pour ce genre de choses? Parce que... Certainement pas. Et je pense que Tatiana a raison quand elle dit que l'argent, les avoirs russes ont disparu. À mon avis, ils ont été volés. C'est sûr, ils ont été utilisés, disons, pour être sympa. Enfin, on peut pas le savoir, nous. Enfin, moi, Bon. Je parle sur la logique. Il y a autre chose aussi. Tu vois, en tant que Russe, finalement, la Russie a tout à gagner là-dedans. Parce que première fois, donc, elle va récupérer dans les avoirs de l'excédent la somme qui sera donc le double. Elle va récupérer aussi cet argent-là. Mais elle va le récupérer un peu, c'est-à-dire qu'elle va récupérer 3 fois la somme. En plus, ce qui se passe aussi, vous voyez, aujourd'hui, donc, je vous dis, les Américains ne font plus, ne permettent plus aux Européens d'imprimer les euros comme ça à l'œil. Donc, il y a un grand manque d'argent. Si on peut pas récupérer l'argent russe, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour compenser tout ça? On va faire un grand appel à tous les Européens, comme par exemple aux Français, de dire qu'on a vraiment besoin de nous réarmer parce qu'on a besoin de faire la guerre aux méchants Russes qui vont arriver. On va essayer de nous faire des poches parce qu'on est dans une situation tout simplement, parce que moi personnellement, je préfère qu'on pique cet argent. Qu'on le pique parce que du coup, les Russes, ils touchent 2 fois plus d'argent et les autres, moi, je veux dire, ils auront, on va dire, une petite excuse pour ne pas faire les poches aux Français. Parce qu'il faut quand même les trouver cet argent-là quelque part. Et ce sera toujours la même affaire, comme avec les petites brochures. On avait dit qu'on va tous recevoir tous les brochures de quoi faire si les Russes attaquent. On a dépensé plein de pognon là-dedans. On a consommé le budget, on les a jamais vus. Ce sera la même chose avec des armes. On va tous cotiser pour nous sauver. Et dans 2-3 ans, on dira « Ah ben tiens, tant mieux, on a dépensé de l'argent, mais on ne fait pas de guerre. » Mais l'argent, il sera consommé, encore une fois. Donc, tous les prétextes sont bons. C'est tout. Alors, M. Zelensky, lui, il y va de son refrain. Майже щодня зараз в
комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію. Правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам... Mais je comprends pas, moi. Monsieur Trump lui dit qu'il faut absolument qu'il s'arrête, qu'il négocie. Et lui, il dit ça. Mais qui est derrière? Michel? Bah, derrière, il y a ceux qui lui disent vas-y, 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 on est là pour te soutenir. Il y a déjà eu cette situation avec Boris Johnson au début de la guerre, tout du moins celle de 2022. Il y a déjà eu cette intervention-là et il y a toujours cette mainmise de l'Europe qui vient toujours donner un certain discours. Monsieur Zelensky sent très bien qu'au niveau des États-Unis, ce n'est pas gagné du tout. Mais puisque l'Union européenne l'encourage, puisque la coalition qui est derrière lui continue à l'encourager, à lui faire croire qu'il va y avoir des résultats, il va y avoir de la victoire, ils seront là pour le supporter et tout et tout. Il a intérêt à croire cela, parce que si jamais il n'y croit pas et que les choses en arrivent au point où la signature de paix doit être là, c'est sa propre vie aussi qui est en danger. Donc, avant tout sa propre vie, peut-être, parce que le problème, c'est qu'il a des nouvelles du front, lui. Bon. Il a des nouvelles du front, mais il sait très bien qu'il suffirait toujours qu'on présente, par exemple, la Russie sous un certain éclairage pour que les gens vivent dans une certaine peur. Et s'il faudrait pour cela qu'on puisse lui trouver de l'argent en piquant dans les retraites des Français, ou moi je suis même, je ne serais pas surpris, dirais-je, si jamais ils vont taxer même les morts. Donc, préparez-vous, vous êtes vraiment mal barrés là. Etty, qu'est-ce que tu en penses de toi? Bah, je suis d'accord avec Michel qu'on est très mal barré parce qu'en revenant à l'histoire de voler l'argent des Russes, moi je pense en face des gens comme von der Leyen, Macron et Starmer, ce sont des gens qui veulent absolument la guerre. Hein. Et moi je pense qu'ils sont même capables de voler. Ils ne vont même pas prendre en compte que le gouvernement à Bruxelles, belge, qui n'est pas d'accord. Ils ne prennent même pas en compte que les enfants qui vont payer ou pas. Ils veulent, ces gens-là, ils veulent hypocalypse. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas du tout confiance à ces gens-là. On est face à une situation très dangereuse. Oui. Très dangereuse. Et maintenant, Zelensky et Macron et compagnie, pourquoi ils veulent que la guerre dure? Parce qu'ils ont des choses à cacher, ils ont peur. Parce que quand la guerre termine, eux aussi, ils vont être exécutés par le peuple. Donc, ils veulent absolument la guerre. Donc, on va mourir tous ensemble avec ces gens-là. Sauf que si on va les descendre avant. Alors, Ti, tu es en contact avec des gens qui vivent en Ukraine, c'est ça, des Vietnamiens? J'ai des Vietnamiens, c'est pas mes amis, c'est des gens que je connais. Hein, voilà, je les suis sur YouTube, etc. Donc, c'est un couple. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Le monsieur il est ukrainien, il a 45 ans. Il a payé $15 000 pour ne pas aller au front, déjà. Hein. Elle est vietnamienne. Ils sont en Ukraine déjà depuis, si je ne me trompe pas, depuis à peu près 20 ans. 20 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Alors, ils ont très peur. Avant, ils habitaient à Kiev. Maintenant, ils n'habitent plus à Kiev. Ils sont partis de Kiev pour vivre dans leur belle famille, la famille de monsieur. Hein? Et ils ont très, très peur. Ils me disent à demi-mot qu'ils ne sont pas d'accord pour que la guerre dure comme ça et que les gens sont très pauvres et qu'ils en ont vraiment marre de cette guerre. Oui. Et que les Ukrainiens, ils disent que les Ukrainiens, leurs voisins, ils ont perdu la confiance à Macron et à Trump et à compagnie parce qu'ils se sont trahis. Voilà. Voilà. Mais ils sont minorités.
Une minorité. Et en Pologne, est-ce que tu as des nouvelles fraîches de la Pologne ou pas? La nouvelle fraîche de la Pologne, bah écoutez, les Polonnes, déjà, la haine contre les Russes, c'est déjà très connu. C'est déjà très connu. Donc le Premier ministre là, qui est très va-t-en-guerre, c'est un très copain avec von der Leyen. Il faut pas oublier que quand il était élu Premier ministre, Oui, il a reçu un paquet de l'argent de von der Leyen. Est-ce que tu as des nouvelles à travers tes contacts de la Pologne? De la Pologne, bah écoutez, ils ont peur aussi. Ils ont très peur des Russes. Il y a toujours un pourcentage très grand que les Russes vont attaquer. Bien. Ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Ils ont déjà beaucoup de choses à gérer eux-mêmes. Même leur économie est en train de se tourner vers l'après-guerre. Petit à petit, il y a des migrations qui sont en train de se faire. Ils n'ont vraiment pas l'intention d'aller quelque part. Et la seule chose qu'on pourra peut-être constater, c'est que la coalition qui veut soutenir M. Zelensky va probablement régulièrement créer des attaques sous faux drapeau pour maintenir cet état d'esprit-là, parce que quand on gardera l'attention sur ce qui est en train de se passer sur ces crises-là, automatiquement, les gens ne vont pas penser à regarder ce qui se passe sur place. Avez-vous remarqué que l'affaire des drones a mystérieusement disparu et on n'en parle plus? On dirait que les drones ont décidé de prendre des vacances. Une autre route? Oui, probablement. Peut-être qu'ils visitent l'Afrique maintenant, je ne sais pas. Hein. Incroyable. Hein. Le problème, c'est qu'entre guillemets, hein, on nous amuse avec les drones, la guerre, etc. Mais on ne parle pas de l'effondrement économique de l'Union européenne. Hein. Ils sont en train de s'écrouler au niveau économique, notamment depuis le fameux sabotage du pipeline de Nord Stream. Oui. L'Allemagne est en récession, hein. C'est le moteur de l'Europe. Et ça, on ne parle pas de tout ça. Moi, je suis donc dans le secteur sidérurgie. Je peux te dire que c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Les usines disparaissent les unes après les autres. Qu'est-ce qui va rester de l'Europe? Qu'est-ce qui va rester des emplois? Parce que sans l'industrie, il n'y a pas d'emploi. Hein. C'est pas les vendeurs de cacao qui vont nourrir le monde. Hein. C'est la création de richesse avec l'industrie. Et ça est en train de disparaître à la vitesse grand V. Voilà. Tatiana? Bon, l'histoire de drone. Vous savez qu'il y a, je sais pas, c'était dans les années 60, je crois, il y avait pareil une épidémie, mais c'était pas des drones, c'était des sous-marins. Ah oui, il y avait des sous-marins russes autour de Danemark, partout. Voilà, vraiment, tout le monde voyait des sous-marins, des Russes attaquent, tout ça. Donc, on accusait de la Russie de sous-marins. La Russie, un jour, qui a essayé d'expliquer que non, bah, attendez, on n'est pour rien, tout ça. Un jour, ils ont dit, écoutez, c'est très simple, c'est nos sous-marins, on vous autorise de tirer dessus. On n'en a plus jamais entendu parler. C'était des sous-marins britanniques. Oui. Mais d'un seul coup, on n'a pas tiré dessus, on a dit, hop, on ne sait pas. Alors, et en parlant des drapeaux, vous savez, quand il y avait donc les présentations à l'ONU, on a parlé beaucoup de Palestine, on a fait chacun notre petit truc, où notre Trompinou-Minou là-bas, donc, a menacé de faire des gros travaux dans les bâtiments, pas tout ça. On écoute toujours les grands, après les petits, on s'en fiche. Mais il y avait quand même aussi les petits qu'on parlait, je parle des Africains, et notamment donc les Maliens. Et les Maliens, ils ont accusé, preuve à la clé, l'Ukraine d'être un pays terroriste et de non seulement former les terrorismes et de soutenir le terrorisme en Sahel, mais participer même, je veux dire, personnellement. Parfois aussi sous faux drapeau, en montrant à quel point les Russes sont des méchants, en disant que voilà, c'est des Russes qui sont en train de faire ceci, cela, alors que ça a été prouvé par la suite. Je veux dire encore une fois, preuve à la clé que c'était les Ukrainiens qui essayaient on va dire, de faire cette petite, comment dire, chafourée là-bas, mais personne n'en a parlé. On en a. C'est-à-dire, Mali a accusé ouvertement, d'ailleurs, ils ont accusé la France d'être de mèche avec ça. Preuve à la clé, personne n'a dit un seul mot.
Donc, je veux dire, c'est très facile. Surtout les Ukrainiens, je veux dire, ils parlent tous russe. La langue ukrainienne, c'est une grosse blague. Il y a quand même très peu d'Ukrainiens qui parlent vraiment ukrainien. Et d'ailleurs, quand ils sont en train de dire des gros mots, ça on l'a déjà dit, ils les disent toujours en russe. Mais je veux dire, c'est extrêmement simple de faire des petits arrangements sous faux drapeau. Extrêmement simple. Donc oui, il faut toujours être très prudent et c'est pour ça aussi que la Russie ne réagit jamais à quoi que ce soit directement tout de suite parce qu'il sait très bien qu'à chaque fois quand il y a une provocation, il y a une petite truc sous faux drapeau organisé de l'autre côté. Donc il faut toujours laisser calmer les choses. Mais bon, écoutez, voilà, on n'en parle plus de drones, comme on n'a plus parlé de sous-marins, comme on va bientôt encore inventer un truc qu'on va oublier direct. Mais on a les mémoires de poissons rouges. Alors, Tatiana, je te laisse avec M. Trump, puisque c'est ton idole. C'est pas mon idole. President Putin basically said today that Russia is immune from U.S. sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he good. wrong? I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay, let's see how it all works out. Il n'a pas l'air convaincu non plus. Hein. Écoute, moi déjà, les sanctions de Trump, ça m'a bien fait marrer. Je suis sûr qu'ils se sont mis d'accord avec Poutine parce que quand ils ont annoncé leur rencontre, le prix de baril a baissé énormément. Il n'a pas été aussi bas depuis je ne sais pas combien de temps. Donc du coup, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc poser les sanctions a remis le prix de baril à un bon niveau. Je suis sûr que ça arrange aussi bien les Russes que les Américains. Je suis sûr qu'ils utilisent les sanctions un peu aussi pour réglementer, on va dire, régler un peu le prix tel qu'ils veulent l'avoir. Voilà. Et d'ailleurs, les Européens qui étaient tout contents en disant oui, youpi, les Américains nous soutiennent donc, dans leurs sanctions. Le premier qui a commencé à demander une dérogation, c'est des Allemands. Ils se sont dit ah, oups, nous sommes les premiers à être touchés pour cette petite affaire-là. Donc, c'est vraiment de n'importe quoi. Je veux dire, entre ce qu'on nous vend aux informations et entre ce qu'il y a vraiment réellement derrière, c'est un gouffre. Voilà. Donc, oui, Trump, il fait ce qu'il peut. Et je l'aime pas, je suis désolée, mais il fait ce qu'il peut. Alors, ça, au moins, je peux le reconnaître. Mais bon, il y a beaucoup de fumée et Trump, aujourd'hui, son job, c'est de vraiment occuper l'espace médiatique pour que les autres, on va dire, ses ennemis jurés, n'ont pas suffisamment, on va dire, de quoi placer au moins un seul mot. Donc, il va faire des trucs comme ça constamment. Il va toujours faire des annonces, il va toujours faire n'importe quoi, juste pour, comment dire, n'a pas donné la possibilité aux autres de réagir. C'est tout. Oui, depuis qu'il est au pouvoir, c'est la même chose. Non? Oh oui, mais c'est ce qu'il fait. Il occupe l'espace médiatique. Enfin, mais excusez-moi, là, donc Dmitriev, donc le responsable de fonds d'investissement russe, il est à New York maintenant. Et on continue toujours à négocier et mettre les choses au point. Je veux dire, les négociations, les affaires, le Russes américain, ça ne s'est pas arrêté. Non. Je veux dire, on continue toujours à préparer toutes ces petites affaires. Il y a, comment dire, ce qu'on montre et il y a ce qui se passe derrière. Ça, il ne faut pas l'oublier. Michel, qu'est-ce que tu en penses de ces sanctions? Enfin, pas seulement des sanctions sur la Russie d'ailleurs, parce qu'il y a des sanctions aussi sur le Canada apparemment. Et notre cher voisin du Sud n'est pas très content des Canadiens, mais je vais y revenir. Parlons d'abord des sanctions vis-à-vis de la Russie. Je pense que je partage le même avis que Tatiana. Pour moi, ces deux-là se parlent. La politique de M. Trump n'est pas la politique qui était auparavant, entre autres Biden. Lui, c'est le deal. C'est l'art du deal qui prime le plus. S'il peut faire des affaires, il sera prêt à trouver un terrain d'entente quelque part. Et je crois que les Russes et les Américains, à travers leur président, se sont déjà parlé. Et comme je l'avais dit la fois passée, la messe a déjà été dite. Ce qui est en train de se faire, c'est juste pour
occuper l'espace médiatique, etc. Mais concrètement, les choses ont déjà été conclues. Il n'y a que les Européens qui veulent y croire. J'ai vu avec quelle joie et empressement la presse française était en train de se réjouir. Ça y est, c'est annulé. La réunion de la Hongrie est annulée, c'est fini, etc. D'abord, ils disent que c'est reporté, ensuite, et dans la même phrase, ils disent que c'est annulé. Si c'est reporté, c'est pas annulé. Donc, c'est toujours en cours. Et ces deux présidents se parlent. Et là, tout ce qui est en train de se passer par la suite, c'est juste pour la galerie. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la sanction, oui. C'est quand même dur, parce que pendant ce temps, il y a des hommes tombent. Oui, mais et excusez-moi d'avoir ce cynisme-là qui ne me caractérise absolument pas. Au final, ils sont en train de regarder les résultats. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tirer là-dessus? Comme dit un proverbe, on ne fait pas des omelettes sans casser. Jamais il y a des personnes qui doivent mourir, ça ne les empêche pas du moment qu'ils finissent par arriver à la destination finale qu'ils veulent. Donc, et en termes de décès, les choses ne sont pas aussi importantes que, par exemple, ce qui se passe à Gaza, malgré la paix où on continue toujours à tuer un grand nombre de personnes. Donc, il y a des choses qui doivent se passer. Il y aura des personnes qui vont mourir et tout le monde va donner cette explication. Vous savez, dans la guerre, il y a toujours des victimes, etc. et tout et tout. Mais au final, ils vont arriver à ce qu'ils ont planifié. C'est un autre revirement dans la guerre tarifaire avec les États-Unis. Donald Trump qui annonce rompre complètement les négociations avec le Canada, Jérémy, et il invoque en fait une publicité qui a été mise de l'avant par le gouvernement de l'Ontario. Ouais, une publicité qui a pour objectif de dénoncer les mesures tarifaires prises par le gouvernement américain, Geneviève. Mais Donald Trump estime que cette publicité-là, elle est fallacieuse et a réagi vivement hier. Je vous lis tout de suite d'ailleurs sa réaction. Donald Trump qui dit que les tarifs sont très importants pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis, compte tenu de leur comportement scandaleux. Toutes les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente rompues. Bon, cette fameuse publicité, vous la voyez derrière moi, elle a été commandée en effet par le gouvernement de l'Ontario. Le premier ministre Doug Ford, ce n'est pas la première fois depuis cette guerre commerciale qu'il commande des publicités de la sorte. Elle a coûté 75 millions de dollars et elle est destinée spécifiquement au marché américain. Ce qui est là de particulier, la publicité, c'est que tout au long du message qui dure 1 minute, on entend une voix hors champ. Il s'agit en fait de Ronald Reagan, l'ex-président américain républicain. C'est un message qu'il a livré à la nation le 25 avril 1987, où essentiellement il vient expliquer que les tarifs douaniers, ça a des effets positifs, certes, sur le court terme, mais à long terme, ça a des effets dévastateurs sur l'économie. Maintenant, pour revenir au Canada. Au Canada. Oui, notre voisin du Sud est fâché. Oui. Parce que il utilise comme prétexte une publicité qui passe où on reprend le discours de Ronald Reagan qui expliquait que les tarifs douaniers à la longue finissaient par jouer en défaveur de ceux qui étaient en train de le faire. Et ça venait contredire un peu tout ce que Trump était en train de dire. Donc, il fallait qu'il exprime son désaccord par rapport à cela, surtout que le Canada est maintenant de plus en plus en train de se tourner vers d'autres destinations. 90% de l'économie canadienne fonctionnait avec les États-Unis. Mais les États-Unis, à chaque fois, ils brandissaient toujours une menace et les Canadiens, à un moment, se sont dit, on ne peut pas continuer à vivre sous cette épée de Damoclès qui est tout le temps sur notre tête. Et ils sont en train pour le moment, de planifier, d'orienter 75% du commerce canadien vers d'autres destinations que les États-Unis. Et ça, bien sûr, ça représente un manque à gagner pour les États-Unis et lui, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il rompt tout contact, il rompt toute discussion parce que
ça ne va pas dans le sens qu'il souhaite. Que voulez-vous? On a cassé son petit jouet avec lequel il faisait peur tout le monde. Il n'est pas content. Mais attends, il est possible aussi que les sanctions soient annulées par... Je vois mal le président Trump annuler des sanctions parce que c'est un... C'est la haute cour. C'est la haute cour qui risque d'être, qui risque d'annuler les sanctions. Oh, je pense qu'il va quand même le faire. Encore une fois, comme je l'ai dit une fois, c'est l'arme avec laquelle qu'il utilise pour entretenir une peur vis-à-vis de ceux qui se sentent vulnérables. Et c'est là, ils se disent, bon, il faudrait qu'on fasse tout pour ne pas le fâcher. C'est pour ça que quand il fait ces mêmes menaces vis-à-vis de la Chine, de la Russie et autres nations, du Brésil, de l'Inde, etc., de la Chine, les autres le regardent en disant, écoute, il y a des gens avec qui tu peux appliquer ce genre de politique, mais à nous, tu ne nous fais pas peur. Et comme il sent que le Canada est en train petit à petit de vouloir se soustraire à ce régime de peur qu'il impose, il n'est pas content. C'est pour ça que je dis qu'on lui a cassé son jouet et il n'est pas content. Le Canada se tourne vers qui? Oh, il y a des contacts avec l'Union européenne, il y a des contacts avec l'Inde, il y a des contacts avec la Chine. Donc, il se diversifie avec le Mexique, l'Amérique du Sud. Donc, il commence à regarder ailleurs que les États-Unis. Et pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'un pays ne peut pas être tributaire d'un autre à un pourcentage de 90%. C'est pas possible. Si, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Michel a raison. Hein. Le Canadien, il résiste. Et c'est très, très, très bien comme ça. Parce que Trump, franchement, actuellement, il a beaucoup de problèmes chez lui. Hein. Moi, je pense que les Américains, on ne peut pas battre les Américains. Le seul qui peut battre les Américains avec leur politique, c'est le peuple américain. Hein. C'est le peuple américain. Parce que des moments qu'il fait ce qu'il veut encore dans son propre pays, malgré qu'il y a quelques millions qui sont descendus dans la rue il y a quelques jours aux États-Unis, mais l'opposition n'est pas encore assez forte parce que les démocrates américains, ils ont fait beaucoup d'erreurs pendant ces dernières années et c'est pour ça Trump, il a encore beaucoup de marge. Et maintenant, il va faire la pluie et le beau temps dans le monde. Et moi, je vous dis tout de suite, moi, je suis vietnamienne. Nous, les Vietnamiens, avec la Chine, c'est pas un grand amour. Hein, ça, il faut le dire. Hein. Mais quelque part, les Vietnamiens disent heureusement que la Chine existe. Hein, finalement. Hein. Parce que si la Chine n'existait pas, eh ben, Trump et les Américains, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui se passe si la Chine n'existe pas. Il ne faut pas oublier que la Chine aussi, c'est un appui énorme pour Poutine. Ça, sans la Chine, la Russie va avoir du mal à mener encore la guerre si longtemps. Et maintenant, l'histoire de douane et tout ça, von der Leyen qui a fait un cadeau à Trump pour 15%, tout le monde n'était pas d'accord. Et Trump, qu'est-ce qu'il a remercié? Il a remercié de sanctions qui duraient 8 jours au lieu de 50 jours, etc. Et puis, ça ne se passe rien. Et en plus, tout à l'heure, Tatiana disait qu'il y a, et Michel était d'accord avec Tatiana, qu'il y a un accord tacite entre Poutine et Trump. Mais attendez, moi, je ne sais pas, j'espère qu'il y a un accord tacite entre eux, mais je pense que Trump ne gouverne pas seul. C'est ça le problème. Expliquez-moi. Il ne gouverne pas seul. Voilà. Alors, on va aller... Je peux dire un petit mot? On va aller en Hongrie. Je ne peux pas dire un petit mot? Tant pis. Oui, tu peux. Oui, oui, bien sûr. Je voulais parler des morts, si possible, parce que Michel a dit qu'il y a des morts. Les morts continuent à faire. Donc, je voulais quand même faire une petite précision. Vous savez qu'il y a toujours les échanges de corps entre les Ukrainiens et les Russes. Oui. Et ça, je vous dis, les corps, on connaît le nombre quand même. Voilà. Donc, au dernier échange, la Russie a remis, c'est habituel, 1000
corps, l'Ukraine, et la récupérer les habituels, on va dire 31 corps. Donc déjà, vous voyez un peu la différence entre 1000 et 31. Tatiana, encore une fois, ça ne veut rien dire, parce que les Russes avancent et les D'accord. Je voulais le dire. Les Russes avancent, etc. Les avancements de Russes n'est pas aussi énorme. Je veux dire, les bagarres, ils se passent, je veux dire, vraiment place en place. Et ça, je veux dire, les histoires de corps, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça fait depuis 2 mois que ça dure. Autre chose aussi importante, les Russes disent aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent de l'étranger que les Ukrainiens même. Le pourcentage, parfois sur certains territoires, on va jusqu'à 70%. Parfois, on va jusqu'à, on va dire, jusqu'à 30, enfin, je veux dire, en moyenne, c'est peut-être la moitié, c'est pas évident, mais bon, aujourd'hui, officiellement, la Colombie a fait une demande, officiellement, pour récupérer les corps des soldats colombiens. Si c'était, on va dire, quelques centaines, peut-être, ils n'auront pas fait une demande aussi officielle comme ça. On commence vraiment à avoir beaucoup de morts étrangers. Il y a énormément de Polonais, ça c'est sûr, mais il y a aussi un petit peu de tout. Voilà. Et deuxième chose, en parlant de sanctions, vous savez qu'il s'est passé Pour te répondre sur les Colombiens, il n'y a pas de problème. Et là, il y a des mercenaires colombiens, ils s'en vantent, etc. Oui, non, mais je veux dire, il commence à en avoir vraiment beaucoup au pourcentage. Oui. Il y a beaucoup de Polonais. On dit que les principales forces étrangères aujourd'hui sur le territoire, c'est les Polonais. Oui, c'est pas les Colombiens. Les Colombiens. C'est les Polonais. Voilà. Après, je voulais aussi parler de sanctions parce qu'il y a quand même une petite bourde qui s'est produite avec M. Poutine, à qui justement on a posé les questions par rapport aux sanctions. Les sanctions donc qui concernent les toilettes, les trottinettes, les petits vélos à 3 roues pour les enfants, bref, les roses, tout ça. Voilà. Donc on a surtout posé la question pour les toilettes, en disant qu'est-ce que vous pensez des sanctions faites sur les toilettes. Et M. Poutine a dit, écoutez, si les Européens veulent pas acheter nos toilettes, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et il a même fait une petite boguinette en disant que, écoutez, c'est peut-être le moment où il pourrait en avoir le plus besoin, c'est le moment où il pose des sanctions dessus. Le type, il a même pas compris que c'était pas les sanctions pour acheter les toilettes russes, c'était les sanctions pour vendre les toilettes russes. Et là, tu dis, parce que j'ai quand même réécouté plusieurs fois, parce que dans les affiches, c'était écrit, l'Europe ne veut plus vendre des toilettes à la Russie, alors que Poutine a dit, s'ils ne veulent pas acheter nos toilettes, pourquoi pas, enfin, je veux dire. C'est le moment, et c'est même permis de petite bloguonnette autour. C'est vrai que ça tombait un petit peu, on va dire, à plat, mais c'est la mentalité des Européens, quoi. Ils sont persuadés qu'ils allaient faire mal à la Russie en ne vendant plus des chiottes. Et Poutine était persuadé que c'était le contraire. Parce que la Russie, aujourd'hui, non seulement elle produit ses chiottes, je veux dire, elle les vend, pas aux autres. Donc, je veux dire, il y avait cette confusion-là, et là, tu dis, non, mais les mecs, est-ce que vous réalisez à quel point on est ridicule? On est vraiment ridicule avec cette affaire-là. Mais bon, écoutez. Bon, après les machines à laver, ben. Oui. Ouais. Oui, et puis les trois roues, ça, les Russes les utilisent pour aller attaquer sur le front. Et s'asseoir dessus, le pédale, c'est tout. Voilà. Allez, on va envahir l'Europe sur nos petites trottinettes. Enfin. Calme, Tatiana. Oh, ben, je suis très calme. C'est pas moi qui ne veux pas vendre des chiottes, ça. Je suis désolé. Hein. C'est une manifestation en Hongrie pour la paix. C'est pas mal quand même. Il y a du monde. Hein. Ouais. Et derrière, à l'Union européenne. Merci Madame la Présidente. Madame von der Leyen est-elle obsédée par la Hongrie? L'acharnement politique de Bruxelles contre Budapest n'est plus une dérive, c'est une stratégie assumée. Viktor Orban dirige un gouvernement légitimement élu. C'est le peuple hongrois qui a tranché, que cela vous plaise ou non, et ce peuple est fier de son histoire, de son identité, de ses traditions, de sa souveraineté. Bref, tout ce que Bruxelles combat. Hier, on accusait la Hongrie de bafouer votre conception fumeuse de l'état de droit. Aujourd'hui, on parle d'espionnage.
Et demain, jusqu'où ira ce délire de stigmatisation? Alors pourquoi la Hongrie? Pourquoi on tape sur la Hongrie, d'après vous? Ben, écoute, la Hongrie, c'est le pays frontalier avec l'Ukraine. On a toujours ce petit problème. Si on veut rentrer les troupes en Ukraine, les troupes européennes, il faut bien avoir un pays par qui passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Hongrie, c'est le pays qui doit avoir le plus peur des méchants russes, parce que si les méchants russes vont envahir l'Europe, c'est par la Hongrie qu'ils vont passer. Et si la Hongrie dit qu'il n'a pas peur des Russes et qu'elle veut plutôt la paix et les négociations, ça cloche un peu. Parce que si le pays le plus concerné par la guerre avec les Russes dit que on est sur un faux chemin et qu'on a besoin de vraiment plutôt négocier la paix, et dit qu'il a beaucoup plus peur aujourd'hui de l'Europe que des Russes, c'est quand même, il y a un petit souci, quoi. Tatiana, il y a pas Parce que je vous rappelle encore une fois, ce sera le premier pays par qui les troupes vont passer, dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est pour ça que... La Pologne également, enfin bon. Oui, la Pologne, elle est déjà en plein dedans, mais la Pologne, elle est beaucoup plus proche de la Biélorussie. La Hongrie, elle est vraiment en face. Il y a la Hongrie, il y a les Allemands, il y a les Français. La Hongrie, c'est la Hongrie et puis il y a la Slovaquie. Donc, les deux pays qui sont les plus concernés par s'il y a une guerre, qui sont peut-être envahis le premier par les méchants russes, l'agresseur là, c'est ceux qui sont les premiers à dire on se calme. Ça fait quand même un peu mal, quoi. Hein. Je vois Michel qui rigole. Bah oui, enfin, ça le fait un peu mal. Non, mais c'est tout à fait normal. Oui, vas-y, ouais. Tatiana, termine ton idée. Non, j'ai fini. Je dis que ça lui faut mal, le fait que les deux les plus concernés ne veulent pas faire la guerre. C'est un peu quand même limite, quoi. Non, mais moi, ça ne me surprend pas parce que la Hongrie joue toujours le rôle du mouton noir dans l'Union européenne. C'est un empêcheur de tourner en rond. Chaque fois que l'Union européenne doit décider quelque chose, il faut toujours que ça coince au niveau de la Hongrie. Donc, il faudra mettre ce pays au pas. Il faudrait qu'il puisse s'aligner à la politique des autres. Ils le font en parlant d'une politique commune sans regarder l'impact que la Hongrie peut avoir vis-à-vis de cette situation. La Hongrie est en train de bénéficier du pétrole russe. C'est grâce à ça qu'il permet à son économie d'avancer. Donc, il n'a pas les mêmes distances que les autres nations. Ils ont aussi cette politique que, bon, l'Union européenne a tendance à toujours avoir un double discours et donc, eux, ils ne veulent pas entrer dans cette politique-là, ils ne veulent pas participer à cela. Et donc, chaque fois qu'ils diront quelque chose, feront quelque chose qui déplairait à l'Union européenne, ben, il y aura Madame von der Leyen qui va parler, il y aura les autres partisans de la guerre qui vont parler. Et tu te rappelles, Michel, au moment où normalement Trump et Poutine devaient se rencontrer à Budapest, là, von der Leyen a hurlé en disant mais il y a un criminel de guerre qui va arriver. Mais quand Netanyahou est allé à Budapest, on n'avait rien dit. C'est fou. Hein. Mais encore une fois, on retombe toujours sur cette politique de poids, de mesure. Quand Netanyahou est passé par la France, personne n'a rien dit. Quand il survole certains pays européens, personne ne dit rien. C'est toujours ça. Il y a cette politique de créer l'ennemi et à force de créer cet ennemi-là, ça pourra permettre de focaliser sur cet ennemi ce qu'on a l'intention de faire. Et s'il y a quelqu'un qui vient mettre des bâtons dans le roue, ben, il faudra le remettre au pas. C'est pour ça qu'ils parleront toujours dans ce sens-là. Bien sûr. Mais ils sont en train de tresser la corde qui va les pendre, hein, parce que ils sont en train de sacrifier les peuples européens dans le délire de guerre. Et de plus en plus, on voit que les peuples commencent à se rebeller. Hein. Je prends le cas de la Belgique, qui est un pays où les gens sont plus ou moins calmes, sauf mon téléphone. Attends,
double téléphone. Voilà. Donc, la Belgique est un pays plus ou moins calme, les gens commencent à s'énerver drôlement, et on a une grève générale le 27 novembre, et 3 jours de grève avant. C'est du jamais vu en Belgique. Donc, et on voit bien en France que le climat est chaud. Hein. Il faut un élément déclencheur. Il n'y a plus de grands leaders, ça un problème, de leaders charismatiques des travailleurs. Il n'y a pas. Ça manque. Mais ça viendra. Il n'y a rien à faire. Parce que maintenant, on doit payer, nous, en Belgique, on vient de toucher 4 F-35, que va falloir, dont un en panne, ça commence bien. Hein? Et il va falloir payer tout ça. Hein? Et ils ont recommandé d'autres. Hein? Et c'est infernal. Alors que les attaques sur le social, sur les soins de santé, les écoles, tout ça, n'arrêtent pas sur les pensions. Ça va pas durer. Les gens vont péter un câble, comme on dit chez nous. Ça va craquer. Ça va craquer. Voilà. Tu as raison, Freddy. Par exemple, les hôpitaux en France, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Il y a des gens qui meurent à cause des hôpitaux actuellement en France, tu vois. Hein, Tatiana? Philippe, excuse-moi, juste ajouter quelque chose avant de céder la place à Tatiana. Juste ajouter une chose. L'Union européenne ne travaille pas pour les intérêts des nations européennes. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Ce qui arrive dans les populations de chaque pays membre de l'Union européenne, ce n'est vraiment pas la préoccupation. C'est pour ça qu'il y a des décisions qui sont prises au détriment de la population sans se soucier de ce qui peut leur arriver, de peut le concerner. Donc, l'Union européenne, et c'est pour ça que je comprends de plus en plus à la fois la montée de l'extrême droite, mais aussi à la fois ce discours de pouvoir sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne a retiré la souveraineté de chaque nation pour discuter des intérêts de ses citoyens. C'est terminé. Tu as entièrement raison, parce que là, vraiment, il y a des peuples qui se soulèvent, vraiment. D'ailleurs, nos gouvernants, s'ils veulent faire la guerre, en partie, c'est à cause de ça, parce que pour essayer de reprendre le pouvoir. Mais bon, vraiment. Hein. Je m'excuse, Tatiana, à toi maintenant. Mais tu as tout à fait raison. Enfin, non. Je voulais juste rajouter un petit mot quand on dit que la Hongrie est la brebis noire. Vous savez que les pays qui pensent exactement pareil, il y en a plusieurs. Je veux dire, il y a combien de pays en Europe? Il y en a quand même un petit paquet. Et 27, c'est ça? On entend tout le temps parler les mêmes. Et d'ailleurs, parmi ceux qu'on entend beaucoup parler, il y en a même qui font pas partir de l'Europe. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, ceux qu'on n'entend pas parler, et il y en a beaucoup qu'on n'entend pas parler, parmi eux, il y en a beaucoup qui pensent comme Orban. Beaucoup le soutiennent. Aujourd'hui, on profite que c'est Orban qui a pris sur lui ce rôle de le dire, mais il y en a beaucoup derrière qui pensent exactement comme lui, et c'est pour ça que c'est pas si facile que ça de l'enlever. Aujourd'hui, on profite du fait que lui le dit en se cachant derrière. Il y a beaucoup de pays qui tiennent à peu près la même position. Voilà. Et ceux qui crient le plus fort qu'il faut faire la guerre aux Russes, c'est ceux qui ont, on va dire, volé le plus. Et ceux qui en ont investi le plus aussi. Ceux qui en ont investi le plus, en tout cas en Ukraine déjà, c'est BlackRock qui a investi plusieurs trillions de dollars. C'est donc BlackRock, excusez-moi, mais l'Allemagne, elle est quand même dirigée par un responsable de BlackRock Allemagne, par l'Europe. Il y a les banques qui ont investi énormément d'argent là-dedans. Et excusez-moi, mais la France est dirigée plutôt par quelqu'un qui était posé là par la finance. Et on a donc aussi tout ce qui est la spéculation et la bourse, qui est la Grande-Bretagne. C'est les trois aujourd'hui qui râlent le plus. C'est les intérêts de ces trois-là qu'on défend. C'est pas du tout l'Union européenne, c'est pas du tout les nations, c'est pas du tout les populations. Non. On défend aujourd'hui les intérêts de oligarques, de mondialistes, de gens qui possèdent aujourd'hui, excusez-moi, le monde, en tout cas ceux qui possèdent presque toute la finance. Et la finance en Europe, c'est la seule, la seule industrie aujourd'hui qui marche. Il n'y a rien d'autre. C'est juste, excusez-moi, d'imprimer les billets, de les prêter
et de faire vivre, et on peut multiplier les petits sous à travers les dettes des États, rien d'autre. Les pays qui sont réellement, je veux dire, qui pensent à leur nation, les pays qui pensent à leur souveraineté, aujourd'hui, les nations, on les entend pas parler, à part Orban, qui peut-être une grande gueule, mais qui, entre guillemets, représente aussi toute cette majorité, on va dire, silencieuse européenne, qui n'osent pas trop aller en avant, tout simplement parce que l'Europe aujourd'hui, elle est gouvernée par les investisseurs, les banques et les marchés. Alors, les trois principaux pays qui étaient, excusez-moi, repris par ce petit dragon à trois têtes. Voilà. Mais Tatiana, de moins en moins, parce qu'en fait, les dirigeants sont vraiment seuls, là. Les dirigeants, enfin, excusez-moi, les dirigeants dont on parle, c'est un peu les, comment dire, c'est les. L'heure est au bout, Macron. Non, mais les dirigeants, c'est pas vraiment eux qui dirigent. C'est les mecs qui sont mis là pour faire l'interface. Ils ne prennent pas vraiment de décision. Ceux qui décident réellement, ils sont derrière. Ce sont des gérants. Les gérants des petites, on va dire, les holdings. Le holding a nommé les gérants dans ces trois pays-là et on va balancer la population de ces gens-là pour défendre l'intérêt de holding. Et le holding n'a rien à voir ni avec les institutions européennes qui sont aussi à la solde de ces gens-là, n'ont rien à voir avec les populations, n'ont rien à voir avec les nations, n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. C'est des mondialistes purs et durs qui voulaient le monde merveilleux où on est tous pareils, où il n'y a plus de différence de sexe, plus de différence de race, il n'y a plus de frontières. La finance n'a pas besoin de frontières, parce que qui dit des frontières dit, excusez-moi, les intérêts, les douanes, les taxes et tout ce que tu veux. Non, non, eux veulent un monde, on va dire, exactement la même chose. La Russie, aujourd'hui, elle représente le danger à ce monde-là. Elle représente le danger pour un merveilleux monde régi par des règles et non par les droits internationaux. D'ailleurs, l'Union européenne, aujourd'hui, a bafoué tous les droits internationaux, en tout cas vis-à-vis de la Russie. Mais ça, aujourd'hui, personne s'en fiche, parce que c'est lui qui a du pognon qui a raison, voilà. Mais ça veut dire, aujourd'hui, c'est ça, quoi. L'Europe, aujourd'hui, n'existe pas. L'Europe n'a plus son nom à dire. C'est le holding qui dirige. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après toi, pour lutter contre ça? Il faut voter. En tout cas, que ce soit France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne, on peut rien y faire. Je veux dire, on nous a super bien dressés. Donc, c'est pas de là que les changements vont venir. Mais les changements vont venir tout seuls parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'argent. On n'a plus de moyens de nos ambitions. On n'a plus d'industrie. On n'a surtout pas de ressources. Si la Russie va gagner cette guerre, quand la Russie va gagner cette guerre, le seul moyen pour ces gens-là de s'en sortir, c'est de provoquer, on va dire, les verres nucléaires en Europe. Eux, ils vont se barrer, je sais pas moi, sur le 5e continent, là, en Australie, parce qu'ils s'en fichent. Ils ont déjà déménagé plusieurs fois dans plusieurs siècles, mais ils vont condamner l'Europe parce que l'Europe, elle sera embêtante. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut juste s'instruire et de comprendre la situation et de se faire un tout petit peu moins avoir. Mais le salut ne viendra pas du peuple européen, je crois pas. Voilà. Il viendra du fait que les autres ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire. Donc pour eux, la guerre, elle est salvatrice. Donc il faut résister, c'est tout. Il faut résister, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas rentrer dedans. Il ne faut surtout pas croire que la Russie, avec 150 millions, avec lesquels elle a déjà du mal à peupler son propre pays, va essayer d'envahir d'autres territoires. Oui. C'est tellement ahurissant que... Enfin, je te signale que le chef d'état-major des armées a dit hier, je crois, française, a dit hier que nous avions à nous préparer un choc dans 3 ou 4 ans avec la Russie. Oui, c'est ça. 3-4 ans. Mais la Russie va attaquer dans 3-4 ans, juste au moment où l'Europe sera prête. Le chef d'état-major des armées. Juste au moment où l'Europe sera prête, la Russie va attaquer. Normal. Je voudrais dire quelque chose, Tatiana. Je suis d'accord complètement avec toi que la Russie, avec 148 millions et un pays de 16 millions kilomètres carrés, ils sont très peu peuplés. Même les Vietnamiens me le disent, qu'il y a tellement de terre à prendre et tellement de terre à cultiver qu'il faut faire venir beaucoup de gens.
Voilà, ça je suis d'accord avec toi. Et puis c'est pas le but de Poutine actuellement, en tout cas. Et ça j'ai bien compris. Mais on a quand même un gros problème avec les dirigeants européens. Même si cette Union européenne, comme tu dis, elle est morte, mais elle est en transition vers un autre peut-être système. On ne sait pas quand, mais actuellement elle est toujours là. Et ces mecs-là, ils veulent absolument la guerre. Et moi, je pense que le peuple européen peut faire beaucoup de choses. Je parle le peuple, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, moi, je pense que chacun doit faire des choses utiles. C'est-à-dire que moi personnellement, je peux pas qu'on me traite de pro-Poutine ou pro-Russie ou pro-Macron ou n'importe. J'agis comme une citoyenne, j'essaie d'être de bon sens. J'explique justement aux gens, en France, autour de moi, et même aux Polonais, et qu'il n'y aura pas de guerre, la Russie ne va pas attaquer. Parce que pour le moment, ils n'ont pas de moyens, et puis ils n'en veulent même pas. Bon. Mais le problème, en France, je parle en France, tu rencontres 4 personnes dans la rue, il y a 2,5, 3, qui croient à ce que disent les médias officiels. Surtout les jeunes, ils disent que oui, Poutine c'est méchant, avec tous ces drones, avec tous ces survols, etc. Il mène une guerre hybride, etc., etc. Donc moi je pense que c'est urgent à faire maintenant, c'est vraiment urgent parce que j'ai très peur que cette guerre va déclencher et c'est vraiment une guerre destructrice. Et puis tout peuple croit que ceux qui sont au pouvoir maintenant, ils le veulent. Voilà, ils le veulent ce conflit. Et donc moi je pense que j'appelle justement, si y a le public qui nous écoute aujourd'hui, j'appelle justement les gens de bonne volonté, de se renseigner un peu plus que dans les médias officiels, de s'expliquer aux jeunes Français ou autres que justement le menace ne vient pas de la Russie pour la France. Voilà. Donc on devrait faire chacun à nous, et j'appelle justement à ceux qui nous écoutent de se renseigner et de pas écouter seulement les journaux télévisés officiels qui disent ce que Kiev dit et qui disent ce que Bruxelles dit. Voilà tout ce que je voulais dire. Si, je vais te dire quelque chose. Hier, je crois, Macron était tout content des sanctions contre la Russie en disant « la Russie est battue à plate couture ». Et le même jour, le chef d'état-major de l'armée fait cette déclaration. C'est complètement absurde. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne font pas la liaison entre ces deux commentaires c'est débile profond. Et pourtant, voilà. Oui, Tatiana. Écoute, les Français, quand même, il y a quelques temps, ont imprimé leur propre haute déclaration pour sortir dehors, acheter une baguette. Je veux dire, c'était totalement absurde. Et les Français, ils ont quand même cru que le virus s'attaquait que aux gens qui étaient debout et pas aux gens qui étaient assis. Les Français sont sortis avant tort tous les soirs pour applaudir les médecins qui étaient sous-payés et maltraités. Tout comme aujourd'hui, en Ukraine, à tous les 21h, on a une minute de silence pour les morts, où tout le monde s'arrête. C'est exactement comme ça. On est dressé. Et quand on parle politologue russe, aujourd'hui en demandant, mais est-ce que vous pensez que le peuple, je ne sais pas, les Français, les Allemands ou les Britanniques se lèveront un jour, ils disent non, ils sont trop bien dressés. Ils ne le feront pas. De temps en temps, on le fait faire des manifs. Voilà, ils ont l'opposition qui est vendue au max, qui fait 12 trucs sans parler de l'essentiel. On les fait les manifs une fois par semaine. Ils ont l'impression de faire quelque chose. On ouvre un tout petit peu, comment dire, pour que ce ne soit pas en surchauffe. C'est tout. Ils sont trop disciplinés. S'il y a quelqu'un en France qui pourra se lever, c'est les émigrés. C'est la seule, population qui a encore une coalition, enfin, non pas une coalition, excusez-moi, c'est la seule population qui a encore une cohésion sociale, qui a su sauvegarder ça. Mais les Français aujourd'hui, excusez-moi, moi je crois pas. Je n'y crois pas.
Pas parce qu'ils croient tout ce qui les arrange, mais aussi parce que ça les arrange de croire ce qu'on leur dit. Parce que c'est beaucoup plus pratique de s'intéresser, de se renseigner, tout ça. Non, c'est beaucoup plus simple de dire, bon, d'accord, allez, j'imprime le truc, je les signe, et voilà. Alors que c'était plus qu'ahurissant. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, non, moi, je suis beaucoup plus pessimiste là-dessus. En fait, il y a des discours un peu contradictoires qui sont véhiculés suivant le narratif qu'on aimerait présenter. Par exemple, si jamais on voudrait présenter un certain type de narratif, on présentera la Russie comme étant armée jusqu'aux dents et qui se trouve à la frontière. Et dans d'autres moments, on viendra donner des discours. En 3 ans, la Russie n'a gagné que 1% de l'Ukraine. Et encore une fois, ce sont deux discours contradictoires. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Soit la Russie est vraiment cette foudre de guerre. Oui, soit la Russie est vraiment cette foudre de guerre qui va vraiment envahir tout le monde. Mais alors ne dites pas qu'elle est incapable. Ou alors elle est incapable. Ne dites pas alors qu'elle va venir attaquer tout le monde. Donc, une chose ne peut pas être. Michel, rappelle-toi, il y a eu des discours absolument extraordinaires de von der Leyen avec les machines à laver et compagnie. Bien sûr. Bon, mais ça n'empêchait pas le va-et-vient, toujours, hein, depuis le début. Tout à fait. Il y a ce format justement qu'on donne à la population. Malheureusement, les gens ont pris la décision de chercher la facilité, puisque c'est passé à la télé, c'est vrai. Alors que les messages qui passent parfois sur les chaînes nationales, etc., ce sont des messages qui sont complètement formatés. Ce sont des messages qui ne sont pas vérifiés. Et quand l'information qui a été présentée comme étant la source sûre, etc., finit par s'avérer fausse, ces journalistes ne prennent même pas la peine de venir s'excuser pour dire « excusez-nous, l'information qu'on a donnée n'était pas exacte, on n'avait pas tous les éléments ». Non, ça n'existe pas. Personne ne dit un mot, ça passe crème et on passe à la prochaine chicane. Oui, mais Michel, s'il te plaît, même les Allemands maintenant, ils réclament la lumière sur l'affaire Nord Stream. Et il y a beaucoup d'Allemands qui posent la question pourquoi le chancelier Metz qui ne veut pas dévoiler la vérité sur Nord Stream. Premièrement, deuxièmement, j'ai entendu parler que les Polonais, ils ont capturé un des saboteurs parce qu'ils étaient 7. Et les Polonais, ils ne veulent pas extradier ce criminel aux Allemands. Donc, quand même, la vérité sort. Les Italiens aussi, ils en ont. Oui. Maryse intervienne un peu. Maryse, qu'est-ce que tu penses de toi, de ce peuple français là? Ben, il est bien mou, il est bien endormi. Mais moi, j'ai deux convictions, en fait. C'est la Russie qui va gagner. Pour moi, c'est clair et net. Il n'y a aucun problème avec ça. L'Europe est en train d'essayer de faire peur aux peuples, aux différents peuples, pour pouvoir aller à la guerre, pour cacher toutes les casseroles qu'ils ont au cul, tous nos gouvernements. Donc, pour moi, c'est la Russie qui va gagner. L'Europe, comme le disait Freddy tout à l'heure, va s'écrouler parce que économiquement, elle est bon. Une fois qu'elle est en train de créer les conditions qui font qu'elle s'écroule, une fois que tous les peuples seront appauvris, où est-ce qu'elle va tirer son fric? Oui. Quand je pense qu'on est en train de défendre un mec en Ukraine qui est un corrompu comme c'est pas possible, moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Et je sais que l'Europe, elle va s'écrouler. À mon avis, ça ne va pas tarder. Donc, tout ce qu'on peut nous envoyer, bon, la télé, je la regarde de moins en moins parce que, à part tout ce qui est dit par Macron, qui n'a aucun sens, un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir, n'a rien à voir. C'est du cinéma. Ils nous font du cinéma. C'est tout. Donc, pour moi, il y a plus rien qui va faire que les peuples ne vont pas se réveiller. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Donc, l'Europe va s'écrouler d'elle-même et la Russie va gagner et c'est elle qui a les cartes en main. Oui, oui, oui. Non. Mais oui. Oui, l'Europe ne va pas couler d'elle-même. Hein. Elle va s'écrouler, c'est quand les peuples vont se révolter. Parce que jour après jour, on voit que nous régressons, nous, le peuple, les travailleurs, tout ça, on régresse de jour en jour, et les plans tombent, et les sacrifices, ça n'arrête pas. On va liquider des centaines de milliers de chômeurs en Belgique. Des centaines de milliers de chômeurs. Ils vont se retrouver la moitié hors du chômage, hors de tout. Donc l'appauvrissement va faire un bond incroyable. Et je parle d'autres exemples. Il y a d'autres exemples encore. Les peuples ne vont pas supporter ça indéfiniment à un moment donné. Mais ce qu'il faut, c'est un parti politique qui prenne ça en main et qui pousse à la rébellion. Et chez nous, il y en a un qui fait ça, en Belgique. Ça s'appelle le PTB. Moi, je suis pas du PTB. Comment il s'appelle Otenga. Le parti du travail de Belgique. Oui. Je suis pas membre du PTB, donc voilà. Mais c'est le seul parti en Belgique qui est capable de faire ça. Maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais on a le potentiel. Le potentiel est là, quoi. S'il met les pieds dans le plat, comme on dit, il peut faire retourner les affaires en Belgique. Voilà. Et c'est ce qui manque en France. En France, pour ce que je comprends de la politique française, tout le monde se tape sur la gueule et on se bouffe le nez. C'est une folie. C'est une folie. En Allemagne, je ne connais pas. Voilà. Mais la majorité au Parlement belge est de quel côté? Pour l'instant, c'est à droite. Parce que ce sont des alliances. Hein. Nous sommes un pays où on travaille des alliances. Hein. Et alors, j'ai pas compris pourquoi le Parti socialiste francophone s'est retiré de la course au pouvoir. Donc, a laissé la porte ouverte à la droite et même l'extrême droite à prendre le pouvoir. Hein. Donc, quelque part, ils sont responsables de cette évolution. Alors, ceux qui ont eu le pouvoir maintenant, la droite et l'extrême droite, ils se croyaient vraiment gagnants. Alors, ils ont fait un plan gigantesque de régression sociale. Tout le monde est attaqué. Il n'y en a pas un qui échappe. Hein. C'est fou. Et même les policiers manifestent, les pompiers, tout le monde manifeste, c'est fou. Ils ont fait une erreur de calcul, ils se sont cru arriver, on va y aller. On va annuler 100 ans de conquête sociale. Ah, mais attends, hein, parce que les 100 ans de conquête sociale vont passer sévère. Hein. Nous, on a quand même de l'expérience, en tout cas en Belgique, de grandes grèves, hein, je ne vais pas te décider, mais on en a eu tout plein, hein, avec des tués hein, dans le temps. On peut recommencer, voilà. Qui veut prendre la parole? Ah, Tatiana. Tatiana, tu es en mute. Excusez-moi, oui. Je veux dire, les vieux se rappellent un peu ce que c'est la guerre. Les vieux, ils savent encore réfléchir. Les vieux, ils savent encore, on va dire, suivre une certaine logique. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes en Europe, on les éduque selon les sentiments. Voilà. Il faut qu'ils se retrouvent avec leurs émotions. Et quand on cherche à se retrouver, se connecter à ces émotions, on ne réfléchit pas et surtout on ne va pas chercher de la logique. On a abruti la population depuis des années et des années. Ils ne sont plus dans les capacités tout simplement d'analyser. Moi aujourd'hui, je vois ça avec des jeunes aujourd'hui. Des gamins de 20 ans, je dis pas tous, mais en plus grande partie, c'est là-dessus. Hein. L'émotion. L'émotion, la chose la plus importante. Si je me trompe, je l'espère de me tromper. Franchement, je l'espère. Mais je reste encore pessimiste. Pas d'accord. Parce que dans la lutte sociale, c'est une minorité qui tire la lutte. Or, de cela, on ne parle pas de cela. Parce qu'il est jeune que tu parles. Tu es en train de critiquer les jeunes, là, hein, la vieille, là. Tu es en train de critiquer les jeunes. Je rigole. Bon. Mais beaucoup
beaucoup de jeunes même sont sur TikTok et tout ça. Mais moi, j'ai vu la manifestation du 14 octobre, il y avait beaucoup de jeunes dans la manif, hein, beaucoup de jeunes, et beaucoup de gens qui n'avaient même jamais manifesté. Ils étaient là. Hein. Donc, il y a un changement qui se passe dans la population. Il y a un changement qui se passe. Espérons-le. Oui. Passons les doigts. Je suis d'accord avec Freddy par rapport à ça. Je pense qu'on est en train de minimiser l'impact de la jeunesse. Je crois que c'est d'ailleurs eux qui amènent un peu ce vent de contestation, de changement, etc. Parce qu'on leur présente des choses, ils ont plus accès aux médias et donc ils voient un peu les choses sous d'autres perspectives et ils s'aperçoivent qu'entre ce qu'on leur présente à la télé et ce qu'ils voient sous d'autres sources, il y a une contradiction. Et ça les amène à discuter régulièrement. Moi, je vois parfois en France pourquoi il y a régulièrement des incidents au niveau des universités, parce que les universitaires sont en train de contester les politiques qui sont mises en place qui voudraient les amener à agir d'une certaine façon, à voir les choses d'une certaine façon, alors qu'eux, ils ont une autre perception. Partout dans le monde, la jeunesse a toujours eu cette position de remettre en question les choses. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus optimiste que pessimiste par rapport aux jeunes. Oui, mais moi aussi, bon, je pense que la jeunesse peut faire quelque chose. Moi, vous savez, je suis une grand-mère. Hein. Je suis grand-mère, j'ai des grands-enfants. Et quand je parle avec eux et quand je vois ce qu'ils connaissent pas, de toute façon, les gens maintenant on va dire 20, 30, 35 ans, ils ne regardent plus la télé. Je veux dire, non, maintenant tout est sur l'internet, tout sur les réseaux, tout sur les trucs. Mais même ça, c'est totalement envahi. Mais encore une fois, je veux dire, je parle avec les personnes de l'âge de mes enfants et je réalise que tout simplement, ils ne sont pas dans la capacité de suivre une logique, quoi, une lignée. Le temps de concentration, elle est sacrément limité, quoi. Je dis pas partout dans le monde, les gens, oui, mais en Europe, en tout cas dans les pays riches européens, j'ai du mal à croire dans cette grande relevée de la masse de la jeunesse. Voilà. Tatiana, les jeunes, enfin moi je sais pas, je vois ma fille par exemple, eh bien ma fille, elle se dit mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Tu vois? Elle est en fac là, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte des bêtises, des conneries. Mais oui. Je l'espère, franchement, je l'espère. Bon, enfin. Bon, je l'espère. Maryse, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, j'ai des doutes aussi parce que moi j'ai un fils qui vient de se fâcher avec moi parce que je lui disais que les Russes avaient eu raison de faire ce qu'ils avaient fait. Oui, tu te rends compte, alors je suppose qu'il écoute BFM en permanence, parce que oui, tu te rends compte, les Russes vont nous envahir. J'ai dit, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Et je ne vois pas les jeunes étudiants, comme ça s'est passé en 68, se soulever. Bah. Il y en a, effectivement, mais on a l'impression que c'est sporadique, que c'est pas suivi. Bah, de toute façon, ça a été sporadique aussi, en 68. 68, quand même, moi j'étais dans les rues en 68, hein, j'étais étudiante à la fac de droit. Oui. Bon, j'ai vu que ça bougeait. À partir du moment… Oui, mais enfin, tu vois… C'était une révolution de Gaulle, les 68. On a failli éliminer De Gaulle, qui s'est opposé au pétrodollar, qui voulait récupérer son or. De Gaulle était éliminé. Et De Gaulle a effacé absolument de pouvoir français. C'était l'une des premières révolutions de couleur. Et la jeunesse, c'est très simple à manipuler dans un sens et dans un autre. Si aujourd'hui, personne ne manipule la jeunesse dans le sens d'opposition au gouvernement en place, il ne va pas bouger. On les manipule dans l'autre sens, dans les méchantes Russies. Et je suis convaincu, si on les manipule bien, c'est les premières qui vont prendre des armes pour aller, excusez-moi, se battre contre les méchants ogres sanguinaires.
Et en plus, on est dans une situation, peu importe qui arrive aujourd'hui au pouvoir, on n'a plus d'argent. On a une dette énorme, on peut pas payer les chômeurs, on n'a pas assez de travail pour tout le monde. Donc, on est dans une situation, on est obligé d'avoir une guerre, ne serait-ce que pour éliminer la population, une partie de population qu'on ne pourra pas nourrir. Peu importe que ce soit des Russes ou autres, si on peut organiser une guerre entre les Allemands et les Français, on le fera. Parce qu'on a besoin d'éliminer les gens qu'on ne peut plus nourrir. Il vaut mieux que ces gens-là se rencontrent pour faire la guerre à l'extérieur plutôt qu'ils se retrouvent contre le pouvoir. Donc oui, on va pousser les gens là-dedans. Voilà. Et les gens, oui, ils ont besoin de se révolter contre quelqu'un, donc ce sont des masses qu'on peut orienter dans un sens comme un autre. C'est très simple. Vous êtes en train de rêver debout, hein, les gars. Parce que s'il y a une guerre, elle sera mondiale, hein. Ça veut dire il y aura une guerre entre la Russie et les USA. Il y aura une guerre nucléaire. Et il ne faut pas croire qu'ils vont rester à l'abri de leur petit coin. Hein. Ça, c'est pas vrai, hein, ça. Nous allons vivre un hiver nucléaire si ça se déclenche. Hein. Le problème... On n'aura pas de guerre avec la Russie. On va organiser une guerre à l'intérieur d'une Europe pour justement éliminer des bouches à nourrir. La Russie ne sera pour rien. Hein. Non, non, non. Si, on va, je veux dire, on n'a pas d'argent pour nourrir tout le monde, Freddy. On n'a pas d'argent pour nourrir tout le monde. Et la guerre, la Troisième Guerre mondiale, on est en plein dedans. Je suis désolé. Il y a des gens qui pauvres pour leurs intérêts. Il y a assez d'argent pour nourrir toute la planète. Le problème, c'est que le sang de la planète. Ils n'ont pas envie de donner, ils n'ont pas envie de donner leur fric pour la population. Elle est bien dit, Macron, les peuples, enfin, il a dit les pauvres. Attends, Macron a dit les pauvres, quoi que tu fasses pour eux, resteront toujours pauvres. Ne le cite pas Macron. J'en ai marre d'entendre celui-là. Ne le cite pas Macron. Retire ce mot de ta bouche parce que vraiment. Écoute, confiance, comme Michel dit, dans la jeunesse, c'est l'avenir. Et il y a la révolte populaire. Tu sais, c'est quoi la révolte populaire? C'est quand les travailleurs descendent dans les rues et retournent les véhicules, mettent le feu dans les bâtiments. C'est ça la révolte populaire. Et c'est ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas les autres. Ils essayent de calmer les travailleurs. C'est pour ça qu'ils ont peur. Il y a encore des travailleurs en France? Il y en a, et je pense d'ailleurs que avec ce qui est en train de se passer, où leurs conditions sont de plus en plus dégradées, on a parlé de la jeunesse, etc. Les différents citoyens des différentes nations vont, et en France en particulier, ils vont nous refaire un remake moderne de la prise de la Bastille. Cette fois-ci, la Bastille, ça va être le pouvoir français et pour que les choses prennent une autre direction, parce que à un moment, quand on retire à une personne toutes les possibilités d'espérer, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il va être en mesure de faire des choses complètement au-delà de ce qu'il pouvait faire raisonnablement. C'est d'ailleurs pour ça, et je reprends un peu une philosophie de l'ouest de l'Afrique, du temps des empires, où on instruisait les soldats en leur disant, si vous allez vous battre avec une autre armée et que vous allez vaincre cette armée et que vous les avez encerclés, laissez toujours une porte ouverte, un endroit par lequel ils pourront fuir, parce qu'en partant, ils vont avoir peur de vous pour revenir. Par contre, s'ils n'ont pas de voie de sortie, ils peuvent développer l'énergie du désespoir et vous vaincre. Donc, cette politique-là reste toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Oui. Et c'est ce que font les Russes. En tout cas, vous savez quoi? Moi, je suis à Moscou, là. Et il m'arrive de parler français dans la rue. Et il y a une seule chose, je veux dire, on peut pas contredire. Les Russes adorent la langue française. Ils adorent les Français et on est super bien reçus ici. Et la Russie n'a aucune envie d'envahir la France ni de faire la guerre avec les Français. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on change de continent.
Le vice-président américain J.D. Vance a critiqué jeudi le vote du Parlement israélien sur l'annexion de la Cisjordanie. Vance a exprimé son désaccord sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv avant de partir après sa visite en Israël. C'était bizarre. J'étais un peu perplexe. J'ai posé la question à quelqu'un et on m'a répondu que c'était un vote symbolique, destiné à reconnaître ou à annexer la Cisjordanie. Quand j'ai demandé, on m'a répondu que c'était un coup politique, sans aucune signification pratique. C'était purement symbolique. Écoutez, si c'est un coup politique, c'était un coup très stupide. Et je le prends personnellement assez mal. C'est insultant. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre position. Et si certains veulent faire des votes symboliques, ils le peuvent. Mais cela ne nous a pas du tout plu. Oui, la position des États-Unis avec Israël. Michel? De quoi il se plaint l'autre là? Alors que sans l'argent des USA, la guerre serait terminée depuis longtemps en Palestine, depuis longtemps. Alors qu'il ferme sa gueule et qu'il retourne bouffer ses donuts à Washington. Hein. Là, il m'énerve. Le problème, c'est on a beau parler de la politique américaine aujourd'hui, etc. La politique américaine a toujours été la même durant toutes ces années passées. Ne pas annexer la Cisjordanie, c'est pas quelque chose qui a été décrété dernièrement, c'est depuis toujours, mais ça n'empêche pas la colonisation de la Cisjordanie, ça n'empêche pas l'implantation des colons. Dire qu'ils ont fait un vote symbolique, c'est un vote qui a valeur légale, puisque ce sont les autorités qui ont pris cette décision-là, les personnes qui ont le droit de définir la politique du pays. Donc, présenter les choses comme étant un aspect symbolique, etc., c'est vraiment essayer de prendre les gens pour des imbéciles, parce que ça n'a pas une valeur symbolique. Et ça n'a pas une valeur symbolique, surtout pour les colons qui, de plus en plus, veulent non seulement occuper toute la Cisjordanie, mais aussi la bande de Gaza. Donc, la politique américaine n'a pas changé, peu importe qui est aux manettes des États-Unis. Oui, alors ce cessez-le-feu, bon, c'est un cessez-le-feu temporaire, si je puis dire. Voilà, ça sera Il y a vraiment eu un cessez-le-feu. Ils ont reçu une pluie de plusieurs tonnes de bombes. Oui, quelques dizaines de morts. Oui. Donc, si jamais il y a un cessez-le-feu, en tout cas dans ma compréhension, pardonnez-moi ma naïveté, quand on parle de cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de feux qui sont tirés, il n'y a plus de bombes qui sont larguées. Si jamais il y en a, c'est qu'il n'y a pas un cessez-le-feu. C'est comme l'accord de paix qui est signé au Congo, on vous dit l'accord de paix est signé, mais il n'y a pas de paix puisque les gens continuent à se battre, les gens continuent à être agressés, les femmes continuent à être violées, les gens continuent d'être déplacés dans leur propre territoire. Il y a ce discours officiel et les choses sur le terrain, et sur le terrain, il n'y a pas de paix. À propos du Congo. Les rebelles qui occupent la concession aurifère de Twangisa Mining dans l'est de la République démocratique du Congo ont pillé au moins 500 kg d'or depuis mai. C'est un ratio de 100 kg d'or par mois en plus de 5 millions de dollars d'équipements et de matériaux que l'entreprise déclare avoir perdu avec la complicité de certains de ses propres employés. Au prix actuel, l'or pillé représente une valeur d'environ 70 millions de dollars. La mine est située dans la province du Sud Kivu, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont mené cette année une offensive éclair qui leur a permis de s'emparer d'un territoire plus vaste que jamais. Sollicité par Reuters, le M23 n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Twangisa Mining, société chinoise basée en RDC, s'apprête à déposer une plainte officielle auprès d'un tribunal arbitral international et des autorités congolaises et à déclarer un cas de force majeure. Oui. Alors, c'est une société chinoise qui dépose plainte contre le M23.
Bien sûr, puisqu'ils ont la gestion de l'exploitation de cette mine-là. Et vous savez, quand vous avez en face de vous des hommes armés, vous avez tendance à devenir assez calme. Je me souviens plus de cette citation de Audiard dans le film qui disait quand une personne, je crois, de 80 kilos parle, celui de 60 kilos reste calme. C'est exactement ça. Quand ils viennent avec des armes et qu'ils sont en train de piller des ressources de la mine en question, les Chinois qui sont en train d'exploiter là n'ont pas la possibilité de dire quelque chose. C'est pour ça que la seule option qu'ils ont, c'est de passer par les voies légales, mais il y aura rien parce que d'une part, le M23 est soutenu par le Rwanda, qui lui-même est soutenu par les multinationales qui tirent des bénéfices de tout cela. Il y a cette succession de chaînes qui fait que on aura beau discuter, on aura beau parler, il n'y a rien qui va se faire sur le terrain. Entre-temps, les gens vont continuer de mourir. Entre-temps, les gens vont continuer d'être spoliés de leur paix, de leurs droits et de leur bien-être. Oui. Tu as raison, Michel. Comment est-ce qu'elle a dit, Madame Kaka, là, notre grande diplomate européenne? Elle a dit que c'est pas les pays agresseurs qu'on doit soutenir, mais plutôt les pays agressés. Et là, c'est un exemple même où effectivement, c'est le pays agresseur que l'Occident soutient. Et le pays agressé depuis des années et des années et des années, ben, excusez-moi, c'est sur lui qu'on fait l'oppression. Donc, quand on est en train de dire qu'on a perdu nos valeurs, qu'on a totalement, je veux dire, se désavoué et que, je veux dire, on n'a pas tenu nos promesses, là, c'est un exemple même. Tout comme Israël. On avait le 7 octobre, Israël a le droit de se défendre. Avant, il n'a jamais rien eu. Ils vivaient côte à côte comme des bons petits voisins. Tout comme avec la Russie. La Russie est agresseur et les 15 000 morts avant, c'est rien. C'est toujours la même chose. Je veux dire, on raconte une part de vérité et pas l'autre. Et c'est sur la part de vérité, qui n'est même parfois même pas la vérité, qu'on nous rabâche du matin au soir, comme si on a peur que les gens peuvent apprendre autre chose. La Russie est agresseur, l'Ukraine est agressée. L'Israël, elle a le droit de se défendre. Le 7 octobre. Les Rwandais, là, les Rwandais, c'est les pauvres petits innocents, tout petits pays, qui fait de son mieux, mais qui ne soutient absolument pas le terrorisme. Et c'est constamment comme ça. Sans parler de l'autre, qui était le grand méchant dictateur sanguinaire, qu'on a égorgé en filmant bien tout ça, en présentant au monde entier, en oubliant juste préciser que tout l'or que son pays a accumulé a mécaniquement disparu. Je parle de Kadhafi, là. Je veux dire, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, l'Occident, il dit que c'est ses propres règles qui ne l'arrangent que lui. Il nourrit la population occidentale avec constamment les vérités qu'il rebâche du matin au soir sans aucune preuve à la clé. Juste répétition. Comment veux-tu te retrouver là-dedans? C'est pas possible. Et oui, donc... Et juste une petite chose que je voudrais ajouter par rapport au reportage que tu as passé. Là, on ne parle que dans une mine, une certaine portion. Mais il y a plusieurs mines qui existent. Donc, le pillage, il se fait systématiquement. On a parlé de l'Union européenne. L'Union européenne continue à financer le Rwanda. L'Union européenne et le président, je suis désolé Freddy, le président Macron, et c'est lui qui a appuyé la candidature de l'actuelle présidente de la francophonie, qui était une ministre rwandaise, qui est maintenant devenue la patronne de la francophonie dans un pays qui commence maintenant à revenir aux Français, mais qui est initialement un pays purement anglophone. On l'a fait en mettant des bâtons dans le roue de Michaël Jean, qui était la précédente présidente canadienne, mais il fallait nécessairement imposer quelqu'un et M. Macron a pesé de tout son poids pour cela. Donc, l'Union européenne a signé des contrats avec le Rwanda pour acquérir des minerais que le Rwanda n'a pas.
Ils ont déclaré qu'ils allaient revoir cela. Ça n'a jamais été revu. Le Rwanda continue toujours de fournir les minerais pour lesquels ils ont signé des contrats. Donc, Madame Kaja peut dire ce qu'elle veut. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de 2 poids, 2 mesures. L'Union européenne a financé, l'Union européenne a financé le Rwanda, qui est le voisin, petit voisin, à côté d'un très grand pays extrêmement riche en ressources. De même qu'elle a financé l'Ukraine, qui est un petit voisin, à côté d'un très grand pays qui est très riche de ressources. C'est exactement la même histoire. Freddy? Et dans ce que Michel vient de dire avec le Rwanda et l'Union européenne, en fait, l'Union européenne démontre sa véritable nature. L'Union européenne est une région, c'est pas un pays, c'est une région impérialiste. C'est une région impérialiste. D'ailleurs, on voit bien ce qu'ils font dans les pays de l'Est, où ils suppriment des élections, ils empêchent les peuples de voter pour ceux qu'ils veulent, quoi. Par exemple, hein. Donc, l'Union européenne démontre ce qu'elle est réellement. C'est un instrument de l'impérialisme global, hein. C'est vrai. Ça, les élections en Europe de l'Est, on voit ce que ça donne. Hein. Oui. On va sauver la démocratie, youpi. Avec le danger que ça se représente dans des pays comme la France ou l'Allemagne, quand viendra la période des élections, où on va commencer à juger si oui ou non c'est crédible selon les standards qu'eux, ils auront définis. Là, pour le moment, on est encore en train de parler parce que ce sont des pays qui ne sont pas nécessairement les plus représentatifs de l'Union européenne. Mais quand ça viendra dans les pays plus représentatifs de l'Union européenne, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds sur l'échiquier de l'Union européenne, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. C'est là où on va commencer petit à petit à orienter les gens à réfléchir d'une certaine façon. C'est qu'on voit là, par exemple, dans la partie des ex-États de l'Union soviétique, et des partenaires de l'Union soviétique, c'est juste une préparation, une répétition, c'est un laboratoire où on est en train de préparer, d'apprêter les gens à avoir un certain type de perception, de compréhension vis-à-vis de ce genre de situation. Dis-moi, Michel, il n'y avait pas des élections législatives en France? Pardon? Tu tricotes? Donc, il n'y avait pas des élections législatives dernièrement en France, hein? Je veux dire, question de démocratie, le choix de population, tout ça, je veux dire, hein? Non, je veux dire, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on a juste à s'asseoir sur le vote et faire comme on veut, voilà. On n'a même plus besoin de travailler les populations. On n'a même plus, les populations, elles votent comme elles veulent, hein? C'est comme avec Sarkozy, les traités de Lisbonne. On s'en fiche. On s'en fiche. Et les populations, ben, tant qu'elle dit qu'elle vit tant qu'elle est persuadée de vivre en démocratie, et tant qu'elle est persuadée que, elle nous défend de méchants ogres sanguinaires, donc les poupous, là, les nouveaux maîtres du monde, on peut rien faire. Tatiana, la population, elle va en avoir marre. Et moi, je suis d'accord avec Freddy, la population, elle va déborder. Elle va faire la révolution. Voilà. Ah oui, il y aura l'armée qui sera rentrée sur le territoire et ils vont tirer dessus. Voilà, qu'est-ce que tu veux? L'armée ne tirera jamais sur le peuple. Oui, s'il est composé des Français. Mais qui te dit qu'il sera composé des Français, cette armée-là? Qui te dit que l'armée qu'on utilise aujourd'hui au Sahel, sous le compte de la France, ne sera pas juste qui te dit ça? Qu'on n'a pas à utiliser ce petit soldat bien formé, bien payé, subventionné par la France. Qu'est-ce que tu bois en ce moment? Elle nous fait de la propagande russe. Oui. C'est possible. Non, mais c'est possible. Je veux dire, on dit que la France, l'armée elle n'est pas obligée d'être française. Hein. Allô, Moscou? Elle n'est pas obligée d'être française, cette armée. Ici, Moscou. Moscou parle. Elle n'est pas obligée d'être française. C'est tout ce que je dis.
Marie. Au Sahel, excusez-moi, au Sahel, aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui travaillent sur le compte de la France. Mali, je veux dire, preuve à la clé, elle a bien remis tout ça à l'ONU, personne ne l'a écouté. Non, mais ce n'est pas les Français, ils ne travaillent pas pour le compte des Français. Tu crois sur parole, monsieur. Les Maliens, mon Dieu, je crois sur les paroles des pauvres petits Africains à qui on a eu la gentillesse d'ouvrir la langue. Non. En fait, pour la situation du Mali, c'est simple. Pourquoi les Maliens se sont plaints? C'est parce que tout simplement, les Ukrainiens qui l'ont affirmé et qui l'ont exposé sur des réseaux sociaux étaient photographiés à côté justement de cette mouvance rebelle qui était en train d'attaquer le Mali. Ils ont attaqué un convoi où il y avait... C'est une nouvelle histoire, là. Ils ont attaqué un convoi où il y avait non seulement des Russes de Wagner, mais il y avait aussi des soldats maliens. Donc, ils ont perçu cela comme étant une agression directe de l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas là pour le compte de la France. Non, là, tu parles d'une affaire qui a eu lieu cet été, je crois. Non, là, je te parle de nos nouvelles affaires qui étaient représentées par les Maliens, où ils disent qu'ils ont donc non seulement déjà les instructeurs qui sont installés au Sahel et donc qui le forment, ils ont pris des prisonniers, mais aussi les soldats réellement parmi les autres. Oui, donc, mais encore une fois, la France n'a plus au Mali. La France n'est plus au Mali. La France, non. Mais si on peut avoir... Qu'est-ce que tu étais en train de nous dire que c'était... Enfin, bon. Tu sais, ce que je dis n'est pas complètement ahurissant. Hein? C'est pas complètement ahurissant. C'est pas complètement ahurissant. Non, la particularité qu'il y a, c'est que les instructeurs ukrainiens qui sont là ne le sont pas au compte de la France. Ils sont là parce que partout où il y a les... C'est pas de la France en tant que pays. Pardon, non, c'est pas de la France en tant que pays. Mais ils sont sous le compte, excusez-moi, enfin bref, peu importe. Ne croyez pas. L'avenir nous le dira. Michel, moi, je peux témoigner d'un truc, c'est que moi, j'avais vu il y a très longtemps déjà au Congo des instructeurs ukrainiens qui étaient au Congo. Bon, voilà le point final. Et il y a beaucoup de mercenaires qui sont des Ukrainiens. Voilà. Oui. Il y avait à cette époque-là, justement, l'époque à laquelle tu fais référence, des pilotes ukrainiens qui avaient bombardé des zones où il y avait la population civile. Oui. Ils avaient fourni de matériaux militaires et même des tenues militaires. Donc, c'était ça. Oui, et d'autant plus que moi, par exemple, Michel, j'avais pris contact avec des mercenaires ukrainiens pour qu'ils me baladent de l'autre côté du Congo. Et oui. C'est ce qu'ils avaient fait, avec des avions d'ailleurs, en avion. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que pendant un moment, la situation, les relations entre le Congo, le Zaïre d'abord et le Congo par la suite, et l'Ukraine n'étaient pas vraiment des meilleurs. Il y a juste dernièrement où l'ambassadeur d'Ukraine est arrivé à Kinshasa, où ils ont restauré leur coopération. Les mercenaires, par qui ils étaient payés? Comment? Par qui ils étaient payés, ces mercenaires? Ils travaillaient sur... Les mercenaires en question étaient payés par le Rwanda. Pourquoi? Par le Rwanda. Et le Rwanda, il trouve où son argent? Ils pouvaient trouver leur argent où tu veux. Auprès des multinationales qui sont les vrais patrons derrière tout cela. Voilà. Ce sont les mêmes multinationales. Tatiana, tu es en train de nous dire, tout à l'heure, ton propos, c'était les Ukrainiens qui... Oui, ce sont les mêmes multinationales qui gouvernent la France. Ça ne tient pas. C'est les mêmes multinationales qui gouvernent aujourd'hui la France. Si vous avez des mercenaires qui travaillent sous le compte de ces multinationales dans
tous les autres pays en Afrique, pourquoi est-ce qu'ils ne travailleront pas un jour sur les comptes de ces mêmes multinationales en France? Pourquoi? Pourquoi pas, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Donc, c'est ce que je veux dire. Non, n'assure pas, il ne faut pas assurer les choses. Tu peux dire. Je n'assure pourquoi pas. pas, Je mais dis pas simplement que assurer c'est les même pas sûr que ce sera les soldats français. choses. Non, mais Ce sera même pas sûr que ce sera les soldats français. C'est ça que je dis. bon, enfin, no comment. Maryse, qu'est-ce que tu en penses de ce débat-là? Très amusant. Enfin, je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre des scandales dans ce qui se passe en Afrique avec la France. Oui. Parce que j'ai vécu en Afrique aussi pendant quelques années. Je m'occupais des projets de développement au Cameroun. Bon, et j'ai vu quand même des choses assez scandaleuses et bon. Je pense que le peuple africain commence à se réveiller et à se rendre compte que la France n'est pas le protecteur qu'on lui a inculqué. Je pense que bon, on risque peut-être de payer assez cher ce qui a été fait par nos différents gouvernements. Mais oui. Mais d'ailleurs, la présence française est maintenant complètement nulle en Afrique. La facture a déjà été présentée à la France et c'est une facture assez salée. Les Africains ne veulent plus, en général, de ce qui concerne l'influence des Français en Afrique. Et c'est dommage pourtant parce que à un moment, ils avaient une certaine image, mais à force de dire une chose et de faire le contraire, ou alors à force d'avoir un président Sarkozy qui passe en Afrique pour dire l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, de voir un président Macron qui dit que les Africains ils ne sont pas à la page, etc. et tout. À un moment, quand vous avez un discours tellement, par exemple celui de président Macron, qui est vraiment très orgueilleux, un but d'orgueil, un but de supériorité, moi je sais mieux que vous, etc. et tout. Même si jamais vous écoutiez la personne, à un moment, vous arrêtez d'écouter la personne. Vous pouvez bien avoir un chien, par exemple. Excusez-moi de l'exemple un peu extrême. Vous pouvez avoir un chien, mais la situation est que ce chien-là peut finir par vous mordre si vous lui tirez tout le temps la queue. Et puis, alors, également, il y a eu la révolte des Africains, mais il y a aussi les Américains qui nous ont poussés dehors aussi. Regarde au Congo. C'est dans les intérêts des Américains. Partout où ils sentent que l'Europe, la France en particulier, peut avoir une certaine position, une certaine mainmise, ils vont tout faire pour pouvoir justement maintenir une situation qui va les disqualifier. Il faudrait qu'ils puissent contrôler les Français, il faudrait qu'ils puissent intervenir dans la vie des Français, etc., pour qu'ils puissent dominer sur eux. Et on voit les impacts. En particulier au Congo, hein, le Congo, enfin, le Zaïre. Au Zaïre. Le Zaïre. Je me souviens de la première guerre de Mobutu. Exact. Il y avait la première guerre en 77, là où je me suis retrouvé dans des camps des réfugiés. Donc, là, on l'appelait la guerre des 80 jours. Et ensuite, il y a eu la deuxième guerre, celle des 6 jours, où l'apport des Français, et particulièrement lors de la deuxième, où ils sont intervenus à Kolwezi. D'ailleurs, il y a même un livre qui a été écrit dessus, il y a un film qui a été fait dessus, La Légion saute sur Kolwezi. On montrait vraiment l'apport de la France dans une forme de stabilisation. Les soldats de l'armée zaïroise étaient formés en Europe. Donc, c'est en France en particulier. Oui, puis, au moment de la guerre avec le Rwanda, le Zaïre-Rwanda, il y a eu des officiers américains qui ont été tués. Et moi, je le sais parce que j'ai connu un type, un Français, qui était de l'autre côté, qui a relevé des plaques.
des plaques d'officiers américains tués au Je ne combat. comprends pas. Ouais. Vous savez qu'on crève de chaud ici. Ah bon, bah, t'as raison, toi, moi j'ai un gros pull. Ouais, non, mais 26 degrés là. J'ai 26 degrés dans l'appart. Je suis obligée d'ouvrir une fenêtre parce qu'on crève de chaud. Ça chauffe d'une façon. On ne peut même pas aller En Russie, alors, mon Dieu, on crève. Je ne peux même pas aller baisser parce que c'est un chauffage collectif. Alors, tu fais un tricot, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu tricotes? Oui. Ah, c'est mignon, ça. Ouais. Je vous ai dit, je suis grand-mère, alors du coup, je tricote pour ma petite fille. Ah, elle a quel âge? Et elle a 4 ans. Oh. Une grande. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Merci Maryse, merci Freddy, merci Michel et merci Tatiana. À bientôt sur ta chaîne. Alors, ça y est, ça marche maintenant? Oui, ça y est, j'ai téléchargé un nouveau VPN, un VPN russe. J'ai contacté un de Français qui vit en Russie, qui a fait aussi donc, les vidéos, donc il s'appelle Alexandre Lefrussien. Lefrussien, oui. Je lui ai écrit pour dire, écoute, comment tu fais? Parce que moi, je suis totalement bloquée depuis plusieurs jours. Donc, il m'a donné un VPN russe en disant, essaye ce VPN-là et ça marche. Bon, bah, c'est bien alors. Les Russes, ils ont même des VPN. En plus d'avoir des chiottes, ils ont aussi des VPN. Voilà. Ils ont tout. Bon. Il y a dans les sanctions aussi, il y a les sanctions sur les roses. Donc, on ne va plus vendre des roses aux Russes. Voilà. Donc, du coup, ils seront obligés d'aller les acheter en Géorgie. Heureusement que la Géorgie, elle a maintenant le droit de faire du commerce avec les Russes. Donc c'est quelques petites entreprises européennes qui vont encore mettre la clé à la porte. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne fera pas pour les valeurs démocratiques, hein? Oui. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France